Merci. Donc, je crois qu'on va faire cette présentation à deux voix, ce qui est assez intéressant compte tenu de l'angle qu'on a choisi d'adopter pour parler de la question de l'acceptabilité des récits. Je vais commencer cette présentation en essayant de définir ce qu'est la polyphonie. Je pense que vous avez peut-être déjà une conception de ce que c'est que la polyphonie, mais la polyphonie, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Et par exemple, assez récemment, en fait, la dernière fois que j'ai essayé de présenter un peu certains des aspects de ce modèle dans le cadre de mon cours, j'essayais difficilement d'utiliser la terminologie d'Oswald Ducrot en m'apercevant que j'arrivais pas à distinguer en fait ce qui était le locuteur du sujet parlant. Et à la fin, je me suis dit qu'en fait, probablement qu'Oswald Ducrot parlait d'autre chose que ce dont je parlais, qu'il fallait abandonner cette terminologie. Donc, j'ai repris mon modèle en évacuant tous ces termes de sujet énonciateur, etc., pour simplement parler de locuteur, parce que on va voir que l'approche, par exemple, dans Linguiste sur les problèmes de polyphonie va être plutôt dans une démarche de description de phénomènes inscrits dans le discours. Et là, on va aller un petit peu plus loin que ce problème-là, puisqu'il y a polyphonie aussi en dehors des marques qui peuvent être incluses dans un discours et qui permettent de distinguer différents locuteurs au sein d'un même objet. Et puis, voilà, donc j'ai choisi pour la page de titre de cette présentation deux personnages qui sont actuellement pas mal sous le feu des projecteurs pour des raisons différentes, mais qui se sont trouvés dans le même espace, dans le même espace de représentation, qui était celle d'un film très intéressant, très étrange, qui s'appelle Thalasso. Il y a d'ailleurs une scène assez géniale dans laquelle un client de l'hôtel s'approche de Houellebecq et de Gérard Depardieu qui jouent leur propre rôle en leur disant: vous êtes la honte de la France, et ça s'arrête là. Bon. Et il se trouve que pour mon dernier livre, j'ai dû demander à Houellebecq de l'autorisation de représenter enfin, il a un droit à l'image, donc je ne peux pas me servir de son image sans lui communiquer avec lui, donc je communique avec lui un tout petit peu, et je lui ai demandé quand même si c'était scénarisé, parce que dans ce film, c'est assez difficile de savoir ce qui est de l'ordre de l'improvisation et ce qui est de l'ordre de la scénarisation, et il m'a confié que c'était son passage préféré du film, et que c'était complètement scénarisé. Donc en fait, il y a d'ailleurs le terme je suis la honte de la France se retrouve dans les écrits de Houellebecq quand il parle de lui-même et de l'effet que ses écrits provoquent. Euh, L'acceptabilité des récits, au moment où j'ai fait le projet de faire ce petit bouquin, donc je vais montrer un petit peu, je fais là ces moments de pub, je me suis dit que c'était une fait un moment où Houellebecq était devenu à peu près acceptable. Il y a eu un moment, je me suis dit, bon, maintenant je peux sortir ce truc, mais ça ne va pas susciter beaucoup de remous parce que après la carte et le territoire, même toute la séquence qu'il y a eu autour de soumission semblait avoir été plus ou moins digérée, puis il y avait une sorte de consensus mou qui acceptait à peu près que Houellebecq était un écrivain important. Et puis en même temps, moi, il m'avait intéressé à l'origine parce qu'il n'y avait pas du tout de consensus autour de ça. En fait, c'était un cas assez particulier dans ma carrière, c'est-à-dire que c'est la première fois où j'ai eu des réactions de collègues que j'estime beaucoup qui se posaient la question s'ils s'autorisaient à continuer à écrire sur cet auteur ou s'ils s'interdisaient d'écrire sur lui. Des gens que j'aime beaucoup et comme ils l'assument publiquement, je peux vraiment donner leur nom, hein, des gens comme Jérôme Mézot, comme Jérôme David, par exemple, à un certain moment, se sont dit, voilà, il y a un moment où je refuse d'écrire sur cet auteur, on parle trop de cet écrivain. Cet écrivain leur posait toutes sortes de problèmes. Et c'est quand même un cas pour moi unique dans l'expérience que j'ai, disons, du champ littéraire, des lieux dans le monde académique, de personnes, d'auteurs vivants dont on s'interdit, on décide publiquement. D'ailleurs, j'ai trouvé la posture de Jérôme un peu ambiguë parce qu'il a écrit une lettre ouverte à Houellebecq pour dire qu'il refusait d'écrire sur lui tout en écrivant sur lui. Mais enfin, bon, je trouvais ça un peu curieux. Et, bon, tout le monde sait que les travaux de Jérôme Mézot sont assez importants pour parler d'un auteur comme Houellebecq. Donc, enfin, maintenant, il a beaucoup contribué à construire quelque chose. Moi, j'ai tout de suite j'ai rencontré les travaux de Lisbeth. Je suis hyper content de faire cette présentation avec elle parce que c'est vraiment une chercheuse que j'admire énormément. Et son livre Ethos et Narrative Interpretation
est vraiment un ouvrage essentiel, probablement ce que j'ai trouvé de mieux pour discuter de ces problèmes de valeurs, notamment de valeurs morales. Et vraiment, c'est quelque chose où, notamment l'article, alors moi j'avais suggéré aussi de faire lire à l'avance l'article aussi Persuasion, ambiguïté dans le roman à thèse postmoderne et particules élémentaires, qui est un article quand même qui date déjà de presque 20 ans, hein, ça paraît fou. C'était un article qui m'a vraiment donné des clés pour aborder cet auteur, pour me donner envie en fait d'en parler, parce que je trouvais que c'était un écrivain assez passionnant, justement en raison des problèmes d'interprétation qu'il posait, des tensions qu'il posait dans la lecture. Et si je me suis intéressé à Houellebecq, c'était en partie, je le confesse dans l'introduction de ce bouquin, parce que j'ai apprécié certains de ses premiers romans, assez clairement, une séquence entre les particules élémentaires jusqu'à la possibilité d'une île, voire la carte et le territoire, ça me semblait vraiment des romans qui, pour moi, étaient des romans que j'ai eu plaisir à lire quand même. Mais en même temps, ce n'était pas la raison principale qui m'a poussé vers ces ouvrages, hein. Moi, je suis un petit lecteur de littérature. Je suis pas, la littérature n'est pas non plus un objet qui est forcément central dans mes travaux. Mais ce qui m'intéressait vraiment beaucoup, et c'est ce que tu dis très bien dans tes travaux, c'est que Houellebecq, c'est vraiment une sorte d'auteur qui produit une sorte de coming out dans les postures interprétatives des lecteurs, à savoir que même si quand on travaille la littérature en classe, on a tendance à dire que ce que pense l'auteur n'a pas beaucoup d'importance, etc., on voit qu'en fait, on ne peut pas tenir cette posture en fait, avec cet écrivain. Beaucoup de lecteurs professionnels qui travaillent dans le milieu académique sont continuellement en train d'impliquer leur auteur dans l'œuvre et d'en parler. Et donc, ça me semblait extrêmement intéressant. Et donc, le bouquin s'appelle Lire Houellebecq. Si ça s'appelle Lire Houellebecq, c'est parce que c'est pas l'œuvre de Houellebecq qui m'intéresse, mais c'est vraiment la lecture des œuvres de Houellebecq qui me semblait intéressante. Alors, j'ai pris un exemplaire et si quelqu'un est prêt à faire un compte-rendu, me promet, juré, craché, qui fait un compte-rendu de ce livre, je le donne à la personne dans l'auditoire qui me promet. C'est vrai? Vous êtes sûr? OK. Pour vous? Personne n'a fait de compte-rendu de ce livre, malgré un service de presse assez généreux. Je trouve ça assez intéressant aussi. Pourquoi est-ce que tout à coup… Le tien, oui, mais, bon, ça, c'est pas pour te mettre de la pression, mais en même temps, effectivement, il y a une séquence médiatique qui s'est entamée au moment où le bouquin est sorti, qui a été vraiment ultra problématique. Alors, j'ai laissé passer ma chance. Le Figaro m'a appelé au moment où il se posait la question de savoir si Houellebecq devait avoir le prix Nobel de littérature. Donc, on en était encore là il y a quelques mois. Et puis c'est assez vite passé. Bon, c'est quelqu'un du Figaro. Surtout, la demande est passée trop vite avec les quotidiens généralistes. Ça ne correspond pas au calendrier des chercheurs. Donc, j'ai laissé passer 3 heures avant de répondre et c'était trop tard. Mais je ne regrette pas forcément de ne pas avoir nécessairement participé à ça. Mais disons, ça pose quand même toutes sortes de problèmes. Et on a là quand même un cas assez rare d'un écrivain contemporain qui doit écrire un livre sur sa vie privée, sur sa sextape, enfin, je sais pas, qui doit expliquer toutes sortes de choses sur ce qu'il pense des musulmans, etc., pour essayer de reprendre disons, le contrôle d'une situation médiatique qui lui échappe. Je trouve cette séquence en même temps très intéressante parce que c'est une chose que je critiquais un tout petit peu avec le modèle de Jérôme Mézot, la notion de posture, on y reviendra peut-être, c'est qu'il y a derrière la notion de posture l'idée d'une sorte de contrôle de l'écrivain, de construction, hein, d'une sorte d'éthos projeté mais construit, comme une posture de théâtre, comme ça, dans lequel, pendant longtemps, on accusait beaucoup Houellebecq, finalement, de savoir très bien maîtriser les médias et de n'être connu que pour cette raison-là. Et en fait, on voit que ces postures publiques, disons, peuvent très vite échapper. En fait, ce sont des choses qui se bricolent et ça, j'ai trouvé c'est extrêmement important et intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais faire je vais d'abord commencer par présenter le problème qui me semble être essentiel pour comprendre en fait comment c'est possible que des lecteurs tous très intelligents et capables, disons, de lire un roman, puissent avoir des positions aussi extrêmement divergentes sur un même écrivain à partir d'une même œuvre. Bon, vous allez me dire, chacun peut lire à sa façon, chacun a son horizon idéologique, etc.
Mais en même temps, ce qui m'a frappé, c'est que dans chaque fois qu'une construction de valeur autour d'une œuvre était argumentée, et notamment, ça m'avait frappé dans les traces maintenant extrêmement intéressantes à explorer, que sont les commentaires sur les sites, notamment de vente en ligne, par exemple Amazon. Bah, vous avez des lecteurs qui laissent des commentaires en ligne. Donc, à un moment, j'ai dirigé une thèse qui devait travailler sur ces choses-là. Malheureusement, la thèse a été abandonnée, mais enfin, il y a vraiment là un corpus de choses. Et il y a bien sûr plein d'autres sites, hein, Babelio et d'autres, enfin, que je ne connais pas très, très bien, mais où aujourd'hui, on a un accès assez extensif, en fait, à des traces de lecteurs. Plus ou moins réels. Il faut faire attention avec Amazon parce qu'il peut aussi y avoir des faux commentaires, hein. Vous savez qu'il peut y avoir des stratégies. Par exemple, moi, j'ai demandé, je sais, non, c'est pas vrai, mais j'ai pas demandé, mais j'ai un de mes collègues brésiliens dont je tairai le nom qui a mis 5 étoiles sur l'attention narrative sur Amazon parce que puis il dit utile à mes travaux. Je me dis merci Benjamin. Bon, bref, mais bon, c'était un commentaire authentique si vous voulez, mais le problème, c'est si vous faites, voilà, si vous êtes un écrivain, vous avez tous les membres de votre famille qui écrivent en message, c'est pas forcément hyper objectif. Donc, euh, sur la base de ces choses-là, je vous montrerai quelques-uns de ces commentaires. À un certain moment, on a essayé de travailler un petit peu avec ces commentaires, mais ce n'était pas la démarche principale. Ça m'a vraiment frappé de voir des évaluations. La valeur morale ou esthétique d'une œuvre est directement corrélée à des problèmes de polyphonie. Alors d'abord, je vais essayer de définir ce que c'est que la polyphonie en donnant un exemple tiré, et donc c'est pas propre à la littérature, hein, je pense que c'est propre, et c'est pas propre non plus à la fiction, je pense, c'est vraiment un problème. On verra, je ferai une citation de Stanley Fish qui parle du fait que c'est vraiment les problèmes de polyphonie sont partout, hein. On ne sait jamais qui parle là. D'ailleurs, c'est un des grands trucs des structuralistes et post-structuralistes de Roland Barthes, etc. Hein, qui parle là? Grosse question et pas forcément facile à répondre. Je vous montrerai un autre exemple tiré d'un texte du répertoire, on va dire Molière. Ben oui, Molière peut être aussi polémique. Il y a encore des gens aujourd'hui. J'ai un ami qui est metteur en scène à Genève et qui dit qu'aujourd'hui, ben, monter des pièces de Molière, l'école des femmes, ça peut être compliqué parce qu'on a une sensibilité aussi qui est en train de s'accroître et cet accroissement de la sensibilité, à mon avis, est une très bonne chose parce qu'on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant et j'ai enlevé de mon PowerPoint des choses que j'ai tirées de mon dernier cours. J'avais un recueil de mots passants extrêmement banal, hein, le Horla que j'ai donné dans une classe d'introduction à la littérature parce que c'est plein de récits enchâssés, des trucs comme ça. Et puis en fait, je me suis aperçu que dans ce recueil, il y avait 3 scènes de viol dans 3 nouvelles différentes, à chaque fois racontées par un homme du point de vue de la femme qui vit la scène, et qu'il y a des tas de choses qui aujourd'hui ne passent plus comme avant. Et c'est une très bonne chose parce qu'on se met quand même à faire un petit peu attention à ce qu'on lit et se dire que ouais, ces choses-là ne sont pas neutres. Et donc, ici, je vous montrerai le cas de Maupassant. Je ne vais pas le présenter, je pense, mais on basculera après sur Houellebecq. L'idée étant vraiment de poser en fait un cadre assez général que vous pouvez étendre à d'autres auteurs, Houellebecq étant plutôt ici un symptôme que l'auteur le plus important. Et le point de départ, ben, c'est cette citation de Stanley Fish hein, qui dit, et donc Stanley Fish qui n'est pas forcément aussi relativiste qu'on veut bien le croire, c'est juste quelqu'un qui prend au sérieux en fait les problèmes qu'on a dans la communication. Et il dit un truc qui aujourd'hui peut-être est un exemple un peu sexiste, mais enfin bon, on va quand même le prendre tel qu'il est, hein. Il dit quand un homme dit à sa femme, ça c'est la traduction française de quand dire c'est faire, non c'est ça, oui, non quand lire c'est faire, c'est ça, parce qu'il y a aussi l'article Austin. Voilà. Quand lire c'est faire, il y a une préface où il parle de ça. Il dit, quand un homme dit à sa femme, ce n'est pas toi, c'est ta mère qui parle, il témoigne de 2 choses, hein. Premièrement, du fait que la signification qu'on attribue aux mots va dépendre, vont varier suivant le locuteur auquel ils sont assignés. C'est-à-dire que si, quand la femme, l'épouse en l'occurrence, ici dit quelque chose et qu'on dit c'est pas toi qui parles, c'est ta mère, ça change la valeur de la parole de l'épouse, disons. Et d'autre part, deuxièmement, le fait que les mots ne vous disent pas qui est ce locuteur. Ce n'est pas parce que c'est l'épouse qui parle en son propre nom, en disant je, etc., que c'est à elle nécessairement qu'on attribue le sens, l'origine, la vraie responsabilité de l'énoncé. Et vous voyez ici, sur cette chose toute bête, en fait, il y a déjà pratiquement tout qui est posé.
Mais pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comme je ne suis pas vraiment un geek, enfin, j'ai l'âge que j'ai filmé avec mon téléphone la télévision. Vous m'en excuserez, hein, je n'ai pas réussi à faire une captation vidéo dans l'épisode de Friends. Mais j'ai trouvé cet exemple extrêmement intéressant. C'est un exemple tiré de l'épisode 10 de la saison, épisode 8 de la saison 10. C'est très important parce que dans une époque où la télévision était encore liée à ce qu'on appelait la télévision linéaire, enfin je regarde Anaïs si je ne dis pas de conneries, il y a cette idée que le calendrier des épisodes suit assez strictement le calendrier réel. Et tout le monde sait dans la saison 10 que c'est la dernière saison de Friends. Donc il y a une génération entière, plusieurs générations maintenant, puis ça continue étonnamment, cette série qui d'ailleurs est homophobe et sexiste et tout ce que vous voulez, hein. Mais cette série continue à faire rire des générations et des générations, et encore mon neveu, qui est dans la vingtaine, adore, se connaît par cœur, a vu tous les épisodes au moins une quinzaine de fois, parce qu'il les met en tâche de fond quand il fait ses devoirs. Il y a cet épisode où, quand même, il faut comprendre que il y a le fameux épisode de Thanksgiving chaque année dans le calendrier qui correspond à peu près pour le public américain, la période de Thanksgiving qui arrive. Il y a l'épisode de Thanksgiving dans lequel, comme chaque année, Chandler et Monica invitent les gens, puisqu'ils sont maintenant en couple, à manger chez Monica. Monica qui, tout le monde le sait, est une chef cuisinière qui souffre aussi de névrose obsessionnelle compulsive qui fait qu'elle doit tout prendre en charge, enfin, tous ces problèmes. Et il y a cette scène que je vais vous passer. Yeah, we don't feel like we can host Thanksgiving this year. What? Yeah. Well, just with work and the stress of the job, we just don't feel like we have the energy. Plus, we don't think it's fair that every year the burden falls on us. Don't sound like you. That's Monica talking. No. We made this decision together. Been putting words in your mouth. Put words in people's mouth. Put turkey in people's mouth. OK. Et là, très courte séquence, à mon avis, on trouve beaucoup d'éléments intéressants, hein, et vous avez notamment peut-être été frappé par le fait, c'est pas toi qui parles, c'est quelqu'un d'autre, mais aussi, it doesn't sound like you. Et ça, c'est extrêmement intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on entend quelqu'un parler, mais c'est pas cette personne-là qui parle, hein. Comme dans le cas avec Stanley Fish, on a quelque chose de l'ordre d'une alors là, j'ai une petite transcription, hein, et vous voyez qu'ici, il y a différents types d'énonciateurs. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que d'emblée, l'énonciateur n'est pas en je, mais c'est en nous, hein. Nous avons quelque chose à vous dire. Donc aussi, on a un locuteur qui va prendre la parole, qui va s'exprimer. Mais en même temps, en termes d'énonciation, il n'est pas seul à parler, puisque évidemment, c'est un phénomène linguistique de base, hein. On peut très bien faire parler quelqu'un d'autre dans son discours en marquant ce que Jacqueline Autier-Revue appellerait une hétérogénéité montrée du discours, que le locuteur, Chandler, n'est pas seul à parler, il parle avec son épouse. Et ce qui est intéressant, c'est que Ross, donc, qui est le frère de Monica, qui la connaît bien, hein, dit tu plaisantes, et donc ici, vous avez toutes les traces énonciatives que j'ai mis en rouge, hein, et il dit ça ne te ressemble pas, donc vous voyez, très mauvaise traduction, hein, doesn't sound like you, ça sonne pas comme ce que toi, enfin, je devrais dire. C'est Monica qui parle. Et ce qui est intéressant, c'est que Chandler répond non, nous avons pris cette décision ensemble. Donc, ça veut dire aussi, chose très importante, qu'il y a un désaccord interprétatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes. La personne qui produit le discours n'est pas forcément d'accord avec l'auditoire sur l'attribution de la personne qui parle vraiment. Et donc, il dit, elle t'a mis les mots dans la bouche. Alors, qu'est-ce que ça signifie de mettre les mots dans la bouche de quelqu'un? Après, il y a un gag. Et le gag n'est pas inintéressant parce que Joey, en disant, il ne faut pas mettre des mots dans la bouche des gens, il faut mettre de la dinde dans la bouche des gens, hein, produit une sorte de gag. Quand on le relit, on ne trouve pas ça si drôle que ça. Enfin bon, c'est Joey qui le dit, c'est peut-être plus drôle. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça provoque des rires dans le public enregistré. Ça, je trouve ça très intéressant. Et on comprend que cette séquence a entre autres pour but d'arriver sur cette chute comique, hein, dans laquelle, en fait, il y a une autre intention, évidemment, qui s'exprime dans ce discours, à savoir que les producteurs de la série ont voulu produire en gag sur un auditoire qui, en fait, est un autre auditoire que la personne à qui s'adresse vraiment le discours, qui est l'auditoire du public dont on va enregistrer les rires, mais qui reste présent dans la représentation.
hein, et donc qu'on peut vraiment entendre concrètement comme étant en fait un discours avec plusieurs couches de signification. Donc, qu'est-ce que c'est la polyphonie? Ben, on a un locuteur, et ça c'est banal, c'est la personne qui produit physiquement le discours. En l'occurrence, c'est une Chandler, mais là, vous voyez, j'ai laissé tomber la terminologie j'essaie de trouver des correspondances avec la terminologie de Oswald Ducrot, ça ne marchait pas. On a un deuxième locuteur, c'est la personne, alors l'énonciateur, là ça marcherait avec Ducrot, c'est la personne qui est désignée par les structures du discours comme étant la personne vraiment responsable de ce discours, le nous, d'accord? Ici, Chandler et Monica. Et puis en fait, on a un troisième locuteur, c'est la personne qu'on estime comme étant véritablement à l'origine du discours et suivant la valeur de ce locuteur, la personne qu'on entend, la personne qui sound, celle qu'on a dans l'oreille, celle qu'on identifie en tant que personne à qui s'adresse ce discours, eh ben, on va avoir des cadrages interprétatifs, et on reviendra sur cette notion de cadrage, très différents. Il faudra me couper la parole dans combien de temps? Si, ben non, mais quand même. On a à peu près 2 heures, c'est ça? Non, ben, j'essaie de me... Alors, qui parle ici? Chandler et Monica, c'est ce que dit Chandler. Et donc, il y a une question d'assumer le discours. Monica toute seule, c'est ce que dit Ross. Et donc, si c'est seulement Monica, ben, ça change un petit peu la donne visiblement pour lui, parce qu'il estime que les gens n'ont pas été honnêtes. Mais en réalité, derrière ces locuteurs, on entend évidemment les gens qui ont réellement produit le discours, qui en sont responsables, et ce sont les producteurs de la série. Et du coup, ça va engager toute une série de procédures interprétatives qui vont être très différentes. En fait, on comprend que tout ça, c'était simplement pour produire du rire. Et en même temps, quelque chose d'autre. Parce que si on reprend le contexte que j'ai évoqué, tous les spectateurs de la série à ce moment-là, donc pas nous, pas mon filleul qui regarde ça en tâche de fond dans la télévision sur Netflix, mais les gens de cette saison-là, les spectateurs pour qui était adressé d'abord le discours, vont identifier le fait que ce que disent les producteurs de la série à leurs fans, c'est que c'est la dernière fois que vous allez voir Thanksgiving dans un épisode de Friends, parce que c'est bientôt fini tout ça. Et d'ailleurs, les explications que donnent Chandler et Monica, c'est parce qu'ils ont adopté un enfant et on comprend qu'en fait, tout le, une autre personne qui s'est encouplée, si jamais vous pouvez apprendre ce nouveau mot, euh, Chandler et Monica, en fait, sont dans une phase de vie où ils entrent dans la parentalité et tout le dispositif de Friends recouvre, enfin, est construit sur l'identité qu'on a des jeunes adultes qui sont entre la fin de l'adolescence et l'entrée dans la parentalité et la vie de famille et le mariage. Et donc, c'est vraiment le mariage de Ross et l'autre là, qui va clôturer la série. Et on voit ici vraiment une sorte de discours en catimini. Il y a quelqu'un qui est en train de vous dire au public qu'il va falloir que vous appreniez à gérer votre frustration comme Joey et Chandler vont devoir, enfin, et Ross vont devoir gérer la frustration de plus qu'on ne donne plus notre dinde chaque semaine, tous les 15 jours dans la série linéaire. Donc, plusieurs types de communication, plusieurs types d'interprétation, plusieurs couches hein, qui sont là et qui, en fait, produisent un cadrage interprétatif dont va dépendre une certaine valeur. Alors ici, on est dans quelque chose à haut niveau d'acceptabilité. J'aurais pu prendre des passages de Friends qui sont aujourd'hui nettement inacceptables. Quand on regarde ça avec ma copine, il y a vraiment des passages, des discours très homophobes, à mon avis. Enfin bref, mais on ne va pas revenir sur cet aspect-là. Ici, c'est assez intéressant de voir comment, à part ça, les spectateurs réagissent aujourd'hui à un discours homophobe dans Friends. S'il y a une critique qui se construit, si on estime que tel gag est devenu inacceptable, vous voyez que ça va probablement induire une lecture externaliste, c'est-à-dire une lecture qui implique les gens qui ont écrit ces dialogues plutôt que les personnages, en fait. Et donc ici, les questions de valeur vont en découler. Alors, face à cette polyphonie qui est inhérente à tous les discours, mais en particulier au discours fictionnel, parce qu'il y a ce double discours, hein, ce qui faisait dire aussi à Anne Hubbersfeld, par exemple, pour le théâtre, qu'il y a toujours deux locuteurs qui parlent au théâtre, hein, le dramaturge Molière et le personnage sur la scène. Cette polyphonie, évidemment, a des impacts assez forts, assez complexes, disons, dans le cas de la fiction.
Mais quelle attitude on va adopter en tant que public ou en tant que critique ou en tant qu'enseignant, parce que pour moi c'est très important, face à cette polyphonie. Et le problème de la posture, disons, je pense aujourd'hui, qui est devenue une sorte de doxa, je pense aujourd'hui quand même battue en brèche grâce en partie aux travaux de Lisbeth, etc. Mais enfin, il y a une certaine doxa qui s'est installée à partir de ce texte de Roland Barthes très connu qui s'appelle La mort de l'auteur, hein. Et cette doxa, elle part vraiment du problème de la polyphonie. Et donc vraiment, Barthes nous dit, prend cet exemple hein, tiré de la nouvelle de Balzac, Sarrasine, et quand il lit dans Sarrasine, c'était la femme avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison, ses troubles instinctifs, ses audaces sans cause, ses bravades et sa délicieuse finesse de sentiment. Vous voyez, aujourd'hui, hein, un écrivain qui utiliserait ce genre de description pour décrire la féminité se heurterait certainement à quelques difficultés, disons. Aujourd'hui, sans texte du répertoire, ça passe plus forcément comme une lettre à la poste, mais enfin bon, Barthes s'interroge, dit, mais qui parle ainsi hein, est-ce que c'est le héros de la nouvelle, parce que c'est un récit, je crois, à la première personne, ce qui est assez rare chez Balzac, qui est intéressé à ignorer le castrat qui se cache sous la femme, puisqu'évidemment, dans Sarrasine, ce n'est pas vraiment une femme, en réalité, c'est un homme. Enfin, aujourd'hui, je ne dirais pas ça comme ça. Je n'ai pas dit ça. Mais enfin, bon, bref, donc on est face à quelqu'un qui a une identité de genre complexe, on va dire. Euh, ou est-ce que c'est. Parce que, en fait, peut-être, vous voyez qu'ici, on peut imaginer une interprétation assez intéressante. Le personnage de la nouvelle a en fait un désir ambigu vers une personne dont il devine que le genre n'est pas forcément assigné de manière aussi claire que ce qu'on pourrait croire, et qui se donne bonne conscience pour, disons, assumer son désir en attribuant à l'objet de son désir une sorte de féminité stéréotypée. Et donc là, c'est assez intéressant parce que vous voyez que si on a cette interprétation-là de la nouvelle, le caractère scandaleusement stéréotypé de la représentation de la féminité passe plutôt pour un symptôme du personnage qui permet une construction interprétative, disons, complexe de la posture du personnage dans la fiction. D'un autre côté, on fait ça, évidemment, ça dédouane complètement la responsabilité de Balzac dans cette représentation de la féminité. Mais en même temps, il dit, mais ou bien alors est-ce que c'est Balzac? Pourvu par son expérience personnelle. Peut-être que, je sais pas, on peut chercher dans la biographie de Balzac, il a peut-être eu des aventures un peu particulières, peut-être que lui-même a des stéréotypes, peut-être qu'on peut le mettre en cause en tant qu'individu dans ces stéréotypes de genre. Et qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir cette interprétation? Ben, on va relire Balzac, on va regarder comment ces autres personnages parlent. Est-ce qu'on voit émerger une sorte d'auteur que les anglo-saxons appelleraient implicite, et qui, en quelque sorte, a des valeurs qui sont finalement assez faciles à identifier. Pour reprendre le cas de mon recueil de mots passants, moi, je regrette beaucoup que dans le milieu francophone, la notion d'auteur implicite, de narrateur non fiable, soit pas considéré comme absolument essentiel pour l'étude littéraire, mais l'étude de terrain qu'on est en train de montrer montre que les enseignants du collège et du lycée en France, en Belgique francophone, au Québec ou en Suisse romande, on a une grande étude là-dessus, ne connaissent absolument pas cette notion et ne l'enseignent pas. Donc, il n'y a aucune chance que vous rencontriez la notion de narrateur non fiable dans la classe de français, quand bien même vous allez dans votre classe d'anglais à côté, et c'est la base de la théorie littéraire qu'on va vous enseigner. Et donc ça, c'est vraiment une des choses par rapport auxquelles je prends très au sérieux les questions de formation des enseignants et de réflexion sur quelle narratologie aujourd'hui est enseignée. La narratologie continue d'être enseignée au collège et au lycée, un peu peut-être encore un peu à l'université grâce à ce séminaire, mais il y a vraiment un gros boulot hein, pour se poser la question de gérer ça. Bref, et on voit que c'est pas le truc c'est pas le truc de Barthes de partir sur cette voie-là. C'est la voie qu'aurait pris Booth, par exemple, et W.N.C. Booth, d'autres, plein de chercheurs en fait anglo-saxons, germaniques, enfin dans le monde entier, tout le monde se serait engouffré dans cette voie-là. Mais c'est pas ce que fait Mickey Ball, c'est pas ce que fait Barthes. Barthes il dit et puis ou bien alors peut-être que c'est en fait l'auteur Balzac. Attention,
Ne confondez pas, et là on rentre dans toutes ces questions autour de l'auteur implicite, qui à mon avis, une manière typique de vouloir évacuer cet auteur implicite, c'est ce que fait Genette un peu dans le Nouveau discours du récit. Hein. C'est nul cette notion, parce que de toute façon, c'est plus de la narratologie, et puis on ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Mais en réalité, il dit, bon, mais si c'est le Balzac écrivain avec cette idée proustienne, hein, il y a le vrai moi, le moi littéraire, etc. À ce moment-là, c'est autre chose. Hein. Il a le droit, en tant qu'écrivain, d'avoir des opinions qui sont différentes des opinions de l'homme privé. Okay. Donc, il y aurait des idées littéraires sur la féminité, des stéréotypes littéraires dont on pourrait retracer une origine à travers une histoire du romantisme, enfin, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est la sagesse universelle? Parce qu'il y a peut-être encore des gens dans cette salle qui certainement n'oseront pas le professer, qui croient encore à des archétypes, l'archétype féminin. Peut-être que si vous faites beaucoup de psychanalyse, enfin, je pense que mon père, qui est né dans les années 30, aurait aucun mal à dire qu'il y a une féminité archétypale de type, voilà, comme ça. Euh, et ben voilà, ou alors la psychologie romantique. Et vous voyez qu'ici, en fait, on a plein de questions passionnantes. En fait, vous avez là les sujets pour faire une dizaine de dissertations. Sauf que ce n'est pas du tout ce que vous suggère de faire Barthes, parce que Barthes, il vous dit, il sera à tout jamais impossible de le savoir pour la bonne raison que l'écriture est destruction de toute voix, de toute origine. Donc, toutes ces questions n'ont aucune pertinence. Et là, on a un problème parce que à ce moment-là, on avait quand même toute une série de sujets super intéressants à discuter, mais là, il n'y a plus rien à discuter. Oubliez tout ça. Hein, c'est juste une machine textuelle, des structures, ça parle tout seul. Ça parle ou ça fait parler. Laissez tomber toutes ces questions-là. Et le problème, quand même, c'est que quand, et je reviens peut-être à vos souvenirs de lycée ou de collège, quand votre enseignant vous dit non, 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 mais là, vous confondez le narrateur avec l'auteur, c'est pas l'auteur qui dit ça, hein, qui est une posture qui reste encore assez fortement, c'est un des premiers trucs que les gens vous enseignent à l'école, en fait. Ne soyez pas naïf, arrêtez d'entendre l'auteur ne parle jamais. Ah, ben alors ça va, vraiment, cette doxa barthésienne, disons, reste fortement présente et nous empêche de mener une enquête, en fait, assez passionnante. Mais il faut reconnaître que c'est pas facile. Et des gens comme Mickey Ball, justement, qui se distinguent là, divergent assez nettement à la fois de la théorie de Genette sur la voix et à la fois de Barthes, ici, dit en fait dans un article, vous pouvez lire en français d'ailleurs, la voix narrative, la voix métaphorée, que vous trouvez dans les cahiers de narratologie, c'est super cet article. Et au début de cet article, elle dit la question qui, hein, la même question que posait Barthes, hein, n'est pas seulement une personnification sans doute problématique d'un aspect textuel, vous avez un bout de texte qui, on ne sait pas bien, hein, mais c'est le début d'une enquête. La question d'un whodunit, donc c'est pour les gens qui aiment les romans policiers, vous savez ce que c'est le whodunit, hein, c'est qui l'a fait, qui est le coupable. Et qui a commis ce crime. Donc c'est intéressant, c'est surtout quand il y a d'ailleurs des problèmes, en fait. C'est surtout quand il y a crime, c'est surtout quand il y a énoncé problématique que tout à coup se lance cette enquête-là. Hein. Ce n'est pas le cas justement de... Et ça, c'est un des problèmes aussi qui fait que ça a évacué, à mon avis, cette question-là, c'est qu'il y a toute une littérature qui s'est elle-même révélée tellement peu discursive, tellement peu, qui a tellement évacué les digressions octoriales, etc., que se sont posées la question ne se posait plus parce qu'on est face à des textes vides, des textes qui marchent comme effectivement, pure textualité. Quand on revient vers une littérature, disons, un peu qui inclut ce genre de choses, il y a ce problème de crime, éventuellement. Il y a des paroles, si on accepte que la littérature est une forme de discours comme en autre, pas tout à fait comme en autre, mais avec des spécificités, notamment en tant que discours fictionnel, mais pas si différent que ça quand on prend en roman de Balzac qu'en sitcom de type Friends, hein, on est dans le même registre de problèmes et de questions. Euh, il y a des actes de langage et il y a une responsabilité pour ces actes, et donc on peut se poser la question, même si on n'est pas sûr de savoir quelle réponse on va donner, parce que quand même, on est dans une forme d'indétermination qui va poser un certain nombre de problèmes. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait malgré tout et quelles sont les conséquences? Et là, j'ai tiré, j'étais dans ma cuisine, j'écoutais un truc, c'est, voilà, Kathleen Evin, qui est dans une émission sur France Inter qui s'appelle L'humeur vagabonde, qui reçoit Jean-Pierre Vincent, metteur en scène du Don Juan de Molière à la Comédie Française. Donc ici, on est dans deux interlocuteurs, on va dire,
professionnels, cultivés, compétents pour parler de ces choses-là. On va dire que Jean-Pierre Vincent, par exemple, en tant que metteur en scène, connaît bien Molière, et donc ce qu'il va dire est un travail un discours de spécialiste. J'ai trouvé cette chose assez intéressante et on va écouter ce qu'ils disent dans ce petit extrait que j'ai transcrit. Non, il faut dire quand même que cette pièce, de temps en temps, elle nous agace un peu parce que Molière a tellement voulu donner des leçons de morale à tous ses ennemis que, par exemple, lorsque le père de Don Juan fait éruption au moment de la fin de la pièce, et il vient faire des remontrances à son fils en lui disant qu'est-ce que tu crois être noble, c'est pas comme tu vis, c'est pas croire que tout est permis. Là, on dit, il est un peu lourdingue quand même. On se dit aujourd'hui. Non, c'est le père qui est lourdingue, Oui. c'est pas Molière. Bah, c'est une tirade qu'il reprend vraiment à son compte. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ah, j'ai pas compris alors. Mais non, donc c'est pas le problème de Molière de reprendre à son compte les tirades. C'est sûr qu'au moment de l'hypocrisie, la structure de langage, la structure de, comment dire, physique du discours ressemble beaucoup à un discours, par exemple, que Molière se fait tenir à lui-même dans la Pompée de Versailles pour défendre son théâtre contre les autres théâtres. C'est la même faconde, c'est la même rhétorique, c'est la même puissance oratoire. Mais sur les autres personnages, sur Elvire, etc., non, ce n'est pas le problème, c'est jamais le problème de Molière de s'identifier, pas le problème de Shakespeare non plus. Les grands auteurs ne s'identifient pas, ils inventent des personnages de fiction. Et ce père qui représente des valeurs, hein, des valeurs de l'ex-chevalerie, d'avant les guerres de religion, de tout ça. Je voyais, hier, je suis allé à Nanterre voir Britannicus, la mise en scène de Jean-Louis Martinelli, qui est formidable. Et on voit aussi une Agrippine, là, qui fait partie de la famille royale depuis plusieurs générations et qui ne veut pas lâcher, quoi. Elle ne veut pas, elle ne peut pas lâcher. Et le père ne peut pas lâcher cette tradition chevaleresque. Il y a un personnage très intéressant. Et vous ne saurez jamais qui c'est parce que ça s'arrête là. Mais ce qui est assez intéressant, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez curieux, hein. On a deux personnes qui entendent deux voix différentes. C'est-à-dire que la Kathleen Evin dit « il est lourdingue quand même Molière ». Donc elle implique l'auteur parce qu'elle le trouve lourd, parce qu'il est moraliste. C'est très intéressant, comme dirait Jean-Pierre Vincent, parce que dans la mise en scène de Jean-Pierre Vincent réinterprète la pièce de Don Juan parce qu'à la fin de la pièce, Don Juan meurt, mais en fait, Don Juan ne meurt pas. C'est-à-dire qu'on voit Don Juan, à la fin de la pièce, se relever et partir en cours. Donc, en fait, il réinterprète la valeur morale de la pièce en disant, en fait, probablement que cette histoire avec le père de Don Juan, enfin, le commandeur, enfin, cette espèce de, ne serait qu'un stratagème pour que donc ça, c'est typique, hein, des metteurs en scène. C'est-à-dire que ce qui est assez intéressant, vous voyez, qu'un metteur en scène qui se dit, ouais, elle est peut-être un peu moraliste, cette pièce, mais on va faire ça à la sauce d'aujourd'hui. On va faire un Don Juan qui s'en tire à la fin. Et donc, dans sa mise en scène, hein, il a un peu tiré sur le texte de Molière, mais il voulait pas, probablement, il voulait éviter ce côté moraliste. Donc là, il est un peu embêté quand même. La journaliste lui dit, oui, mais il est un peu lourdin quand même. Parce que quand le père, et alors il dit, mais pas du tout, c'est le père qui est lourdingue, c'est pas Molière. Et après, juste après, il se contredit. C'est-à-dire qu'il dit, voyez, ici, il va dire, Molière n'est pas lourdingue, donc la pièce n'est pas moraliste, si c'est seulement le personnage, donc la pièce est sauvée. Mais l'instant d'après, il dit, enfin, quand même, c'est frappant de voir que dans le discours du père, et là, il nous fait Ross, hein, it sounds like him. C'est-à-dire que ça sent, ça sonne comme du Molière parce que quand Molière se met lui-même en scène dans l'impromptu de Versailles pour défendre son théâtre, il parle de la même manière que le père de Don Juan. Il a la même faconde, il a le même style oratoire, hein, je le connais par cœur, je l'ai fait 30 000 fois, que le père de Molière. Et l'instant d'après, il dit, mais sur les autres personnages. Donc, en fait, il vient de valider quand même, il dit, mais sur les autres personnages, comme Elvire, par exemple, non, non. Et ensuite, il embraye sur la doxa intellectuelle, disons, qui consiste à dire, après Roland Barthes, les grands auteurs, pas les mauvais, évidemment, mais les grands auteurs, comme Shakespeare et Molière, ne s'identifient jamais aux personnages. OK?
Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas, avec un grand auteur comme Molière, mais en même temps, il vient de dire le contraire. C'est-à-dire qu'il vient de dire quand même que le père de Don Juan, c'est vrai que quand même, c'est frappant, et c'est quand même bizarre que ce soit justement l'auteur qui pose une question de jugement moral, hein. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'ici, il y a des locuteurs, des interlocuteurs qui n'ont pas la même valeur de parole. Et ça, je trouve ça très important. C'est-à-dire qu'il y a une journaliste et il y a un metteur en scène de Molière, et elle dit, mais pas du tout, et elle dit, ah, j'ai pas compris alors. D'accord? Il faut faire très, très attention à ça, parce que moi, c'est aussi quelque chose qui me semble très important pour l'éducation. Qu'est-ce qui se passe dans votre classe quand quelqu'un dit, mais là, il est quand même lourdingue, Molière, et que vous dites, mais pas du tout, les grands auteurs ne s'identifient jamais à leur personnage. Ah, j'ai pas compris alors. Quand vous faites ça, qu'est-ce qu'il y a comme violence interprétative, hein? Et quelle est la validité de ce que vous dites? Puisque l'instant d'après, il reconnaît par A plus B que oui, en fait, le père de Don Juan, c'est vrai quand même qu'il ressemble terriblement à Molière. Et par sa compétence de dramaturge, parce qu'il connaît bien le théâtre de Molière, il est bien obligé d'admettre que le père de Don Juan parle comme Molière. Et puis l'instant d'après, il dit, mais les autres personnages. Donc peut-être qu'il y a quand même des personnages privilégiés dans une pièce de théâtre, par exemple, pour devenir des porte-parole de l'écrivain et d'autres moins, par exemple Elvire. Et puis l'instant d'après, ce qu'il dit, il dit autre chose de très intéressant. Il est allé voir une super pièce de, je sais plus, évêque, je sais plus, et parce que je ne connais pas ce répertoire assez bien, mais Agrippine, voilà, bon, merci. Euh, et là, il dit, et là, c'est les mêmes valeurs, c'est l'esprit chevaleresque d'avant les guerres de religion, j'ai appris par cœur parce que je ne dis pas grand-chose pour moi, qui en fait tient le même discours avec les mêmes valeurs que le père de Don Juan. C'est-à-dire que Agrippine, c'est ça? Oui, Agrippine et le père de Don Juan parlent de la même voix parce qu'ils incarnent quelque chose et c'est ça qu'il faut entendre. Et donc là, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est intéressant, c'est une autre voix. Vous voyez ici, hein, comme quand tout à l'heure Barthes parlait de la question de l'esprit romantique, enfin la conception romantique de la femme, bah là, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une doxa historique qu'on peut entendre et qu'on peut voir comme étant mis en scène. Mais vous voyez qu'ici, ce qui est très intéressant, c'est que à la fois, il y a des interprétations différentes qui cartographient des voix très différentes. C'est Molière, c'est le père, c'est la doxa chevaleresque, c'est trois interprétations différentes, avec des valeurs différentes. Il est lourdingue, cette pièce est lourdingue, pas du tout. Mais en fait, elle met en scène des voix historiques, collectives qui, voilà. Et on voit quand même qu'ici, il y a et puis, il y a cette espèce de doxa, les grands auteurs ne s'identifient jamais au personnage, qui reste en tâche de fond et qui devrait quand même être problématisé aujourd'hui parce que, à mon avis, c'est une conception de la littérature qu'au minimum, on doit admettre comme étant historique, située, contingente, et qu'il n'y a pas forcément que des mauvais auteurs qui s'identifient à leurs personnages, qui en font des personnages qui parlent. Et on voit tout de suite venir d'ailleurs le problème de Houellebecq, parce que le gros problème des personnages de Houellebecq, c'est que, et en tout cas dans une partie de sa production, c'est que la plupart de ces personnages ressemblent terriblement à Houellebecq et que donc ça va engendrer, vous voyez, un certain type de lecture. Donc, elle n'avait pas si mal compris, Kathleen Evin, quand même, quand on voit toutes ces concessions, quand même. Et voilà, tac, 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 qui parle ici. Donc, vous voyez, ici, on commence à avoir une cartographie un petit peu compliquée, un petit peu plus compliquée. Moi, je me disais une bête approche psychanalytique parce que le Don Juan de Molière s'y prête très, très bien, hein. Pourquoi pas, le père, c'est le surmoi de l'auteur, hein, la théorie de Freud de la représentation fictionnelle, c'est on prend des courants de sa psyché en conflit dans sa tête et puis on en fait des personnages et puis ça donne un théâtre qui peut-être parle à beaucoup de gens parce qu'on a peut-être tous les mêmes conflits. Nous, c'est une possibilité. Puis, il y a aussi une possibilité qui ne peut pas être complètement évacuée, à savoir que beaucoup de gens, le Don Juan de Molière, par exemple, est une œuvre classique parce que c'est une œuvre qui capture quelque chose d'essentiel de la psyché humaine, de la condition humaine, voilà. Donc, une lecture qui serait plus philosophique, si vous voulez, plus intemporelle, et qu'on peut toujours faire. À un certain moment, il y a des moments où on se dit, bah voilà, on est étonné, il y a des œuvres du répertoire qui nous touche encore à travers le temps, à travers les époques, à travers les gens. Et tout à coup, on se dit, ah là, il y a quelque chose.
enfin, l'auteur, l'écrivain, Shakespeare, peut-être les grands auteurs, ont réussi à capturer quelque chose qui met en scène une dimension essentielle de l'existence humaine, et donc ces œuvres méritent pour cette raison-là le statut de classique. Je reviens à ça. Je vais vraiment te passer la parole, je pense, quand je serai arrivé dans 9 minutes, ça va? 5, 6, enfin, bref. Qui parle ici? On saura probablement jamais. Mais c'est hyper important de se poser cette question-là. Parce que l'appréciation qu'on va faire, qui peut être à la fois éthique, esthétique et aléthique, c'est les 3 termes que j'utilisais dans un essai il y a très longtemps, mais parce que j'aime bien quand même à travers l'aléthique, l'alétheia, c'est la vérité, hein, l'idée de se dire que parfois on cherche des vérités dans la lecture littéraire ou même dans la vision d'une série comme Friends. Enfin, il y a des réalités humaines peut-être qu'on cherche. Et parfois, les œuvres nous parlent parce qu'elles nous disent quelque chose du monde. Euh, oui, en tout cas, le projet balzacien ne se comprend pas si on ne le comprend pas dans ce projet-là, de dire quelque chose du monde. On va voir que les évaluations positives de Houellebecq ont été fortement liées à ce type de lecture, en disant Houellebecq dit quelque chose du monde de pertinent. Euh, mais l'appréciation qui peut être aussi d'ordre esthétique, c'est-à-dire l'ennui qu'on peut avoir à une lecture, ou bien éthique, vont dépendre en fait de la responsabilité de l'énoncé. Pas que de la forme de l'énoncé, mais aussi de cette attribution d'une responsabilité à l'énoncé, de ce cadrage d'interprétation qui va nous amener à cette attribution. Et donc, plutôt que de simplement faire comme Barthes en disant ça n'a aucune importance, la littérature est destruction de toute voix, et dites ce que vous voulez, c'était d'ailleurs, ça a ouvert le champ à des grands écrivains comme Matzneff, par exemple, et ben, en fait, la littérature doit être interprétée dans ce cadre-là parce que ces valeurs sont importantes, et surtout ce qui revient à la fois de l'exemple de Friends et de l'exemple de Molière que je viens de montrer, c'est que les désaccords interprétatifs sont fréquents et, à mon avis, sont féconds. C'est-à-dire qu'il y a là un dialogue autour des désaccords interprétatifs qui méritent d'être investigués pour la valeur qu'il a, en tout cas de nous révéler comment fonctionne la littérature, la méta-herméneutique, de comprendre comment fonctionne l'interprétation et aussi de comprendre mieux les œuvres on retrouve nos 2 personnages là. Je les ai remis ici parce que le cas de Depardieu est aussi assez intéressant. Une des choses qu'on peut faire face à cette polyphonie, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de commencer par cartographier les voix possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus 10 000 possibilités de voix, hein. Il y a un certain nombre d'attributions qui reviennent tout le temps. Soit l'écrivain, et je l'ai mis en rouge parce que souvent quand on attribue la responsabilité d'un énoncé à l'écrivain, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la qualité de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on est dans une lecture souvent éthique en disant, voilà, il est lourdingue, Molière. Quand on va parler de Houellebecq, vous allez voir que les termes sont un peu plus crus. Mais évidemment, il y a toujours cette question du narrateur, puisque la théorie du narrateur non fiable est bien une théorisation de la plus ou moins grande distance ou proximité entre la voix narrative et l'écrivain. C'est-à-dire que si on est Nabokov, on peut écrire Lolita sans nécessairement être pédophile, parce que le narrateur n'est pas nécessairement, ici un narrateur homodiégétique, enfin, à l'image de l'écrivain. Il y a les personnages qui parlent évidemment et qui peuvent avoir leur propre autonomie. Et si on revient à cette très vieille conception bakhtinienne de la polyphonie romanesque, pour Bakhtin, il y a polyphonie simplement parce que Dostoïevski, à un certain moment, invente des personnages qui ont une autonomie de discours, une autonomie de vision du monde suffisamment grande pour qu'on puisse reconnaître que cette consistance, disons, de locuteur du personnage soit clairement identifiée comme autonome par rapport au projet de l'écrivain. D'accepter en bon écrivain que tout à coup les personnages peuvent parler contre vous s'ils sont bien construits. Et là, je pense qu'on n'en trouve pas beaucoup chez Houellebecq. C'est probablement un des plus gros défauts de sa littérature, je dirais, c'est-à-dire que mettez-moi en vrai, je sais pas, une vraie féministe un peu crédible dans un roman de Houellebecq et ça va commencer à devenir un peu plus intéressant peut-être. Ce sera plus du Houellebecq. Ce sera plus du Houellebecq, oui, malheureusement. Et
Et puis, il y a ces doxas. Donc, quand je parlais de la doxa chevaleresque, par exemple, hein, c'est très important. On peut vraiment faire des lectures doxiques, si j'ose dire les choses comme ça. L'opinion, des opinions historiques, des opinions sociologiques, des personnages qui incarnent des classes sociales ou des représentations sociales et donc qui peuvent avoir une certaine importance. Et puis, ne jamais évacuer la possibilité que, dans certains cas, on estime que la fiction représente une vérité et ouvre les yeux, alors au sens peut-être, je dirais, comment dire, une ontologie soft, une métaphysique soft du 21e siècle, mais au moins une manière de ouvrir le regard vers quelque chose de nouveau, une manière d'accéder à un champ. Et parfois, il me semble que Houellebecq, en tout cas une partie de sa production, a produit cet effet-là chez moi, parce que, par exemple, révéler le néolibéralisme qui se cache derrière la libération sexuelle, par exemple, c'était quand même quelque chose qui n'était peut-être pas totalement original, mais qui avait une pertinence pour quelqu'un de ma génération et qui a fait que, ah ouais, ah bon. Et on continue, on s'est dit, là, il y a autre chose, et c'est pas la faute de l'écrivain que de choses. Et puis j'ai mis en violet ici personne citée. Donc là, ça peut être aussi très intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on a une personne réelle qui est citée dans un texte littéraire, hein, et comment on intègre cette voix-là. Et aussi la question de l'acteur et du comédien pour le théâtre et pour le cinéma. Vous voyez que et c'est pour ça que la présence de Gérard Depardieu se trouve sur cette diapositive, la question est de savoir à quel moment, par exemple, certains personnages sont tellement incarnés par l'acteur en question qu'on finit par n'entendre plus que la voix de cet acteur et que la vision d'un film qu'on a peut-être aimé devient insupportable parce qu'on en a marre de voir, je ne sais pas, Depardieu dans un rôle où il est tellement Depardieu qu'on n'entend plus que Depardieu. Et ça, c'est une possibilité très intéressante au théâtre comme au cinéma, hein, où on a une sorte de parasitage comme ça des voix qui peut avoir des effets esthétiques et des effets de valeur, d'attribution de valeur extrêmement fortes. Et donc aujourd'hui, en Suisse romande, la télévision suisse romande refuse maintenant de diffuser des films avec Depardieu. Et donc, vous voyez comment ici le parasitage de cette voix pose vraiment un problème. Une fiction filmique devient inaudible à cause d'une présence d'une voix trop forte. Alors, je pense que je pourrais m'arrêter là, parce que là, je cite Lisbeth Cortalates, qui peut très bien parler d'elle-même. Tu peux continuer, comme ça je peux répondre. Fais ta présentation. Oui, non, mais ça sera mieux, c'est entendre. Oui, oui, non, non. Ben voilà, mais je vais juste terminer là-dessus, puisqu'on va basculer sur le cas Welbeck. Et puis, ça, c'est des trucs que, alors à l'époque, l'article date, hein, mais j'étais allé simplement sur Amazon, puis j'ai tiré les commentaires en ligne. Là, il y avait vraiment des choses que je trouvais très intéressantes, quoi. Parmi les gens, alors c'était juste la répartition des étoiles était passionnante, parce que vous voyez que la polarisation, on avait quand même 14 personnes qui trouvaient que c'était vraiment de la daube. Et puis, 22 personnes qui trouvaient que c'était super. Bon, on peut se dire que plutôt les gens bon, qui ont acheté déjà savaient peut-être à quoi s'attendre, mais enfin bon. Puis, il y avait quand même, ce qui était assez intéressant, c'est que même les gens qui donnaient 3 étoiles, donc c'est le commentaire que j'ai mis au milieu, étaient en fait partagés. C'est-à-dire que c'est vraiment tellement clivant comme lecture que on adore, on déteste, ou bien on déteste tout en adorant. Et vous voyez, le commentaire du milieu, par exemple, c'est pas que je sois vite choqué, mais c'est juste que lire des pages de sexe dégueulasse n'est pas la manière d'occuper mes journées que je privilégie. J'ai souvent été proche de lâcher ce roman, et pourtant, chaque fois, une réflexion d'une intelligence fulgurante m'en a empêché. Vous voyez ici que c'est vraiment la dimension aletheia, enfin la capacité de Houellebecq de ses romans de peut-être ouvrir un champ de perception d'un aspect de la réalité qui semblait justifier la lecture, sauver la lecture, mais évidemment, ces pages de sexe dégueulasse, hein, voilà, une autre lectrice qui dit déçue et dégoûtée, le mec est totalement misogyne, ça m'a beaucoup changé, moi, enfin, misogyne, faudrait dire, antiféministe, et un vieux porc pervers. Donc là, vous voyez, vraiment, on peut avoir une lecture où l'écrivain, simplement, est perçu comme un vieux porc pervers, et ça rend cette lecture impossible, c'est-à-dire qu'on entend la voix de cet écrivain tout le long, et il y a un moment, on ne peut pas tenir cette compagnie, pour reprendre un terme de Wayne C. Booth, hein, il a écrit un livre qui s'appelle The Company We Keep, avec qui j'ai envie de me tenir compagnie quand je lis de la littérature. Il y a des auteurs
qui sont de bonne compagnie, des amis, super, et puis il y en a qui sont insupportables. Et à un certain moment, cette personnification de l'écrivain dans sa fiction rend la lecture impossible. Et puis, vous voyez, le type qui adore, donc la question genrée, lecteur, lectrice, ce sera passionnant. Je comprends qu'on haïsse Michel Houellebecq parce qu'il n'est pas une personne, etc. Il n'hésite pas à être hyper réaliste, une crudité effroyable, aux besoins pornographiques, etc., etc. Mais il met, disons, le caractère problématique de l'œuvre sur le compte d'une lucidité, précision d'analyse, une vision de la société. Et vous voyez qu'ici, vraiment, les problèmes, disons, ce qui peut vous choquer dans l'œuvre de Houellebecq ici est cadré par l'idée que, en fait, c'est la société qui est problématique et c'est pas Houellebecq. C'est ce que Houellebecq a répété toute sa vie, en fait, disant, c'est pas moi qui suis un problème, mais voilà. On pourrait parler aussi de, bon, comment, j'avais un exemple ici, j'avais pris un truc chouette parce que, voilà, mais je crois que c'est le moment de te parler, passer la parole. Ok. OK, je te... Acceptabilité réussie, deuxième volet. Merci. Attends, ça se... puisque- Oui, tu peux utiliser ça ou bien tu fais comme ça avec les... Oui, oui, c'est plus simple. Attends. Oui. Voilà. Merci. OK. Oui, mon propos. Voilà ce que j'avais l'intention de faire. Je vais sans doute essayer d'abréger un petit peu. Euh, Quand John Peer m'a demandé d'intervenir dans ce séminaire, la notion d'acceptabilité tout de suite m'a intéressée. De parler de Houellebecq m'a fait hésiter, pour être honnête, parce que j'avais décidé de modérer un petit peu mon immersion dans l'œuvre de Houellebecq. Je vais vous expliquer aussi un peu pourquoi. En fait, comme Raphaël, qui décrit dans ce beau recueil d'essais comment l'œuvre de Houellebecq l'a mis en demeure en tant que lecteur, de se positionner. Hein, tu as été, en fait, toi-même, tu t'es décrit dans cette position du milieu, hein, fasciné, irrité, puis passant de l'un à l'autre. J'avais un petit peu la même chose, mais je me suis, depuis ma thèse, toujours intéressée aux œuvres d'une certaine manière inconfortables, qui take you out of your comfort zone, hein, qui t'oblige en tant que lecteur de te demander, mais comment est-ce que je peux mettre le doigt sur ce qui ici m'irrite, hein, au sens comme une plaie peut vous irriter. Dès les premières publications, l'œuvre de Houellebecq me fascinait parce qu'il prend la doxa à contre-poil. Il arrive toujours à irriter quelqu'un par ses thèmes, sa manière d'écrire, etc. Et il produit des thèses à tout bout de champ, et puis pour ensuite les déconstruire ou les faire disparaître dans le flou, dans l'ambiguïté. Hein, donc, où saisir ce célipoté? Je ne sais pas si vous connaissez ça encore, ce matériau un peu mou et flou. Il y a un deuxième élément qui fait cette irritation et cet inconfort dans la lecture de Houellebecq, c'est ce que Raphaël a dit aussi, ce brouillage de la frontière entre la fiction et la vie réelle. Hein? Je n'ai pas besoin d'insister trop là-dessus. En tout cas, on se demande comment prendre la vision du monde qu'il nous offre. Alors, je m'y suis d'abord coltée, comme Raphaël, dans une perspective herméneutique. J'ai joué mon rôle de critique et dans ce premier article que Raphaël a cité, qui date même encore du tout début, c'était tout de suite après Particules élémentaires, après que ça a été traduit en néerlandais, j'ai fait une première version en néerlandais pour essayer de comprendre hein, ce qui m'irritait.
Et là, j'ai donc joué le rôle de critique, donc d'herméneutique, et mon rôle était d'essayer d'expliquer cet inconfort, de mettre le doigt sur des stratégies narratives, de mettre en mots cet inconfort et de prendre position, d'avoir un jugement. OK, c'est ce que j'ai donc essayé de faire. Je vais sauter sur le résultat parce qu'il est clair. Dans ce que j'ai ensuite commis sur Houellebecq, j'ai essayé, en fait, l'œuvre de Houellebecq m'a invité aussi à revoir l'arsenal de concepts narratologiques, stylistiques, théorie de l'énonciation, toutes ces approches dont on dispose aussi en tant qu'interprète, disons, universitaire. L'œuvre de Houellebecq m'a en un sens incité aussi à revoir ces théories, entre guillemets, comme elles-mêmes, en fait, déjà nourries par des conceptions de la littérature, comme tu viens de montrer pour Barthes, par tout plein de ce que j'appellerais cadrages qui sont normatifs, alors que la narratologie, initialement, voulait se présenter comme une approche, disons, neutre des textes, descriptive, etc. Donc, j'ai été guérie d'une espèce de confiance dans la neutralité de la narratologie et je me suis sentie invitée à adopter une perspective que j'appellerais méta-herméneutique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'analyser des critiques, des interprétations. Ça peut être dans un groupe de lecture. Hein, faites peut-être partie de groupes de lecture. On partage des lectures, des interprétations de tel ou tel texte. Et hein, l'un après l'autre, on s'offre les interprétations pour l'écoute. Et j'ai été intéressée par qu'est-ce qui fait, comment décrire cette divergence des interprétations, et notamment, comme l'a dit aussi Raphaël, il y a des œuvres qui, beaucoup plus que d'autres, suscitent la passion dans les débats interprétatifs. Et c'est souvent des œuvres qui, tu as parlé d'aléthique, c'est souvent des œuvres qui mettent en jeu effectivement une dimension éthique et une dimension aléthique. C'est des œuvres souvent qui parlent d'une vie réelle, soit en genre biographique, soit en autobiographie, ou alors des genres historiques, hein, qui parlent de faits documentés et qui prennent position par rapport à ce qu'on sait des faits. Donc, écrire le soi, écrire le social, et ce sont des domaines, disons, particulièrement sensibles. Et j'ai donc essayé de développer, de voir quel genre de concepts peuvent nous aider à comprendre cette diversité interprétative qu'une grande partie de la narratologie évacue. La narratologie a tendance à croire en sa vertu descriptive. Hein? Il y a un objet et on le décrit. Alors que si on a, moi j'ai un passé aussi en sémiotique, hein? A sign is something that stands for somebody, for something. Hein? En sémiotique, il y a ce principe que quelque chose est signe pour un interprète. Ça ne veut pas dire qu'il y a une idiosyncrasie totale dans l'interprétation. Hein? Il y a des voix partagées dans l'interprétation. Mais j'ai été soumise à ce défi d'essayer de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait qu'il y a cette diversité interprétative, qu'il y a ces conflits d'interprétation, et ça tourne toujours autour de manière de déjà percevoir ce qui fait signe, et c'est en général sous-tendu par des normes, des valeurs, des conceptions de la littérature, des conceptions de la communication, des conceptions du rôle de la littérature dans la culture, mais tout ça, c'est pétri de normes. Et nous sommes dans ce bain normatif, ce qui fait que souvent on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte seulement quand on est confronté à ces lecteurs qui ne suivent pas la même ornière, hein, que celle à laquelle vous êtes habitués.
Donc, j'ai commis certains textes là que je vais sauter, mais j'ai essayé donc de développer des concepts qui nous permettent d'aller un tout petit peu plus loin. Je vais juste vous dire ceci. J'ai été inspirée également par des études cognitives de la culture. L'idée que fait le récit, que fait la narration dans notre culture. Et je vois la narration avec un chercheur comme Merlin Donald, cognitiviste, théoricien de la culture dans une perspective évolutionnaire, et qui dit la culture, c'est en fait une distribution de la cognition, hein, de comment nous voyons le monde et comment nous partageons nos conceptions du monde. Et les récits sont des manières de mettre en forme notre expérience de la vie, de l'existence. Et nous partageons des récits qui façonnent notre manière de vivre notre expérience, mais en même temps, nos expériences transforment nos manières de façonner les récits de cette expérience. Donc, c'est un processus récursif. Et ce que je veux partager avec vous, c'est une perception sans doute terriblement simpliste, mais cette idée que si la culture peut être décrite comme une distribution de la cognition, Donald insiste sur le fait que nous sommes constamment en train d'ajuster nos cognitions. Et nous faisons ça par des mécanismes, disons, métacognitifs. Tu n'as pas du tout raison dans la manière dont tu interprètes le monde. Tu dois voir ceci comme cela. Hein? Dans ce cas-là, je t'oblige à recalibrer ta manière. Donc, il y a métacognition. C'est un instrument, disons, pour raffiner et préciser et partager nos conditions du monde. La perspective herméneutique, l'interprétation d'un texte narratif, est une métacognition sur un exercice qui est déjà métacognitif. Hein, mais ça, c'est au niveau de la critique. Si je fais de la méta-herméneutique, je grimpe encore un escalier plus haut. Hein, je fais de la métacognition sur des métacognitions, sur des métacognitions. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que ce qu'on essaye de saisir dans cette distance, ce survol en un sens progressif, c'est on essaye de saisir comment nous passons d'une perception à une interprétation, à un jugement, et comment ça se produit dans des moments récursifs. Et on pourrait dire, donc, perspective herméneutique, méta-herméneutique, et la perspective théorique, au sens d'une théorie, disons, scientifique ou philosophique, hein, pas au sens de « j'ai une théorie éthique de la littérature hein, ». Là, c'est pour moi plutôt un programme herméneutique. Mais une perspective théorique essaye d'arriver à un niveau de métacognition qui explique comment nous arrivons, hein, comment nous construisons ces trajectoires interprétatives. Parler d'acceptabilité, c'est en fait poser la question d'un jugement de valeur. Hein. Dire qu'une œuvre est acceptable ou inacceptable est une manière de produire un jugement de valeur. Ça pose la question d'où viennent ces valeurs et à quel domaine appartiennent-elles? Je ne vais pas insister sur les petites choses que j'avais décrites là, mais j'avais besoin de ça pour arriver là. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui enchaîne sur ce qu'a dit Raphaël, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Raphaël, hein, que quand on regarde comment est interprétée l'œuvre de Houellebecq, une des premières choses à laquelle on est confronté, hein, c'est cette espèce de polyphonie des voix qui se posent très fermement avec des thèses, et puis des voix floues, hein, ou des mécanismes qui dissolvent en quelque sorte la consistance des thèses. On se demande, est-il ironique ou est-il provocateur ou est-ce une sorte de jeu postmoderne? Comment prendre ce type d'énonciation qu'on reconnaît tout de suite comme Houellebecquien, hein, mais où le saisir? Pour moi, une notion importante dans
ce travail de métacognition, de réflexion sur comment interpréter, c'est la notion de cadre et de cadrage. Je l'emprunte essentiellement à Irving Goffman, sociologue bien connu, qui en 1974 publia Frame Analysis, et il utilise essentiellement la notion de cadre. Or, personnellement, je préfère en anglais le gérondif, non pas frame, mais framing, l'acte de cadrer. Hein, et je parlerai souvent d'acte de cadrage plutôt que de cadre. Parce que dès qu'on parle de cadre, ça suscite une idée de stabilité, hein, de staticité. Alors que ce qu'on découvre tout de suite, dès qu'on se lance dans ce genre de méta-herméneutique, c'est à quel point ces processus interprétatifs sont d'un côté assez vite répertoriés, d'un autre côté, dans la vraie pratique, toujours fluide, toujours en mouvement. Hein, le framing est un acte, un processus, et ce n'est pas un résultat. Goffman nous fait comprendre à quel point cette notion de cadrage est cruciale. Vous voyez quelqu'un s'effondrer dans la rue, vous vous précipitez à son aide, et c'est peut-être une performance théâtrale. Hein? Il faut vous observer, hein, vous percevez quelque chose, mais la signification de ce que vous pensez comprendre être en train de se produire n'est pas donnée, elle n'est pas immédiate. Il y a un travail d'interprétation à faire. Framing, la capacité de produire des cadres, hein, c'est un acte, une compétence cognitive cruciale qui nous permet de, je passe à l'anglais, to locate, perceive, identify and label events and occurrences, rendering meaning, organizing experiences and guiding actions. En sciences cognitives, il y a une notion de cadre qui est assez proche, mais je n'insisterai pas sur les différences, mais je cite quand même Werner Wolf qui cite Minsky. Frames help us to navigate, notion de navigate qui est très importante, through our experiential universe, hein, nous permet de naviguer, de nous retrouver dans nos expériences, inform our cognitive activities and generally function as preconditions of interpretation. Donc, on est à un niveau avant l'interprétation. Frames as keys to interpretations are meta-concepts, concepts that regulate the application of other concepts. Bref, c'est quelque chose de basique, de basal, cette notion de frame. Elle vient avant l'interprétation et c'est pour ça que c'est intéressant. Et je saute la notion de pertinence chez Sperber et Wills. Avec Raphaël, on a déjà parlé d'un certain type de cadrage. Lorsque vous lisez un roman de Houellebecq, vous essayez de saisir qui parle, et pas seulement qui parle, mais aussi le ton, en quelque sorte, qui se dégage de cette voix que je crois percevoir, et l'éthos, c'est-à-dire fiabilité, autorité, tout ce que irradie, en quelque sorte, cette voix que je pense percevoir. Pour moi, disons, essayer de saisir ce ton est crucial, parce que si je ne comprends pas, par exemple, dans Particules élémentaires, Bruno dit un certain nombre de choses, mais dans son propos, je ne vais pas faire la démonstration ici maintenant, mais dans son propos, on peut lire une ironie magnifique d'un auteur, en quelque sorte, derrière Bruno, qui montre que Bruno, qui admire les Allemands là, sur la plage, en train de pratiquer l'amour à plusieurs, etc., c'est la belle vie, et il compare ça tout à coup au succès des Allemands qui réussissent à surmonter deux guerres mondiales. OK,
OK. Si on lit très vite à travers ce genre de choses, mais si on y fait attention, hein, tout à coup, le ton d'un Bruno devient un ton avec des feuilletés et qui t'oblige en tant que lecteur à être en alerte et à lire sur différents plans en même temps. Hein, c'est une toute autre expérience de lecture. Donc, percevoir les tonal cues, comme dit un très bel article de Molly Haidt, percevoir les tonal cues détermine très fortement comment vous allez cadrer votre expérience de lecture. Pour moi, le cadrage du genre textuel est crucial aussi. J'avais... Non, je ne vais pas vous parler de ma thèse et de mon travail sur Michel Tournier, mais bon. On peut, si on cadre un texte différemment, si on le lit par exemple comme autobiographique, comme les gens le font souvent pour les œuvres de Houellebecq, dans ce cas-là, vous percevrez un texte différent que si vous lisez Houellebecq comme le livre d'un auteur très érudit, enjoué, en quelque sorte avec cette plagiarisme postmoderne, hein, vous lirez un livre complètement différent. Si vous êtes à l'affût de tout cet affect autobiographique, vous serez sensible à la moindre expression de souffrance. Et il y en a beaucoup dans les romans de Houellebecq. Hein, cet affect, pour vous, deviendra significatif. Alors que si vous le lisez avec ce feuilleté possiblement ironique ou parodique ou enjoué, hein, vous lirez peut-être même ces expressions de souffrance comme des tags, comme comment dire, des manières d'allécher le lecteur plutôt que comme une véritable expression de souffrance. Hein, donc, la manière dont nous pensons devoir classifier le genre d'un livre que nous lisons, nous met déjà dans une certaine position interprétative et ça a des conséquences importantes. Parce que si je crois lire un livre qui parle d'une véritable expérience existentielle d'un auteur, je m'attends aussi à ce que des valeurs soient en jeu. Il y a tout un régime de valeurs qui s'ouvre, en fait, quelque sorte, à ce que des valeurs soient en jeu qui viennent, disons, du domaine existentiel, psychologique, interactionnel, civique, éventuellement. C'est un tout autre régime de valeurs qui forme mon horizon interprétatif que si je lis un Houellebecq hyper littéraire, érudit, postmoderne. Hein, dans ce cas-là, toute ambiguïté deviendra source de valeur positive. Alors que ambiguïté, si je le lis comme un auteur, disons, qui parle d'une expérience existentielle, ça peut devenir problématique, ou alors je l'interprète de manière psychologique, comme il n'ose pas affronter ses démons. Donc, notre manière donc, de classifier le genre d'un texte, hein, ça forme un cadrage important qui suscite des attentes quant à la thématique de l'œuvre, qu'est-ce qui fait pertinence dans la thématique de l'œuvre, qu'est-ce qui devient pertinent dans les formes, les stratégies narratives utilisées dans l'œuvre. Hein, ça fait saillir des pertinences différentes. Cadrage de genre, donc très important. Et je suis aussi fascinée, mes étudiants connaissent toujours le mouvement que je fais, le mouvement du kaléidoscope. Hein, parce qu'un cadrage de genre, c'est un peu comme un kaléidoscope. On voit autre chose hein, dès qu'on change de cadre, de prisme de vue. Une manière aussi d'essayer de raffiner cette idée de cadrage de genre et du registre de valeurs que ça suscite et des attentes, c'est de regarder du côté de la sociologie des valeurs. Nathalie Hennig a commis un livre en 2017, Des valeurs, une approche sociologique, où elle a essayé justement de développer une approche qui elle-même ne serait pas
normative. Et ça m'intéresse, parce que vous êtes tous liés à l'université ou à l'enseignement d'une manière ou d'une autre. La situation en France m'est moins connue actuellement. Je sors d'un monde qui est sous influence, disons, anglo-américaine. Et là, je vous ai donné tout à l'heure ce petit schéma herméneutique, méta-herméneutique théorique. Dans les universités sous influence anglo-américaine actuellement, du côté littéraire, ce qui domine, c'est très fortement des agendas de ethical criticism, critique éthique. Et c'est ce que j'appelle un programme herméneutique, et qu'on se serve de la narratologie ou de la théorie de l'énonciation ou de n'importe quelle approche qui se veut objectivante, qui se veut neutre, dès qu'on engage ce genre d'approche dans une critique qui se veut éthique, on est dans la critique. On n'est pas dans une approche qui se veut scientifique. Absolument pas. Mais souvent, il y a confusion d'approche. Hein, et on a l'impression que c'est tout à fait objectivant ce qu'on fait parce qu'on se sert de la narratologie, alors qu'en fait, vu le lien avec l'éthique, ça ne peut qu'être éthique. D'autant plus que vous avez peut-être travaillé un petit peu sur les différentes critiques éthiques qu'il y a. Moi, j'ai travaillé là-dessus et c'est vraiment très amusant parce que j'avais dans un article que j'avais fait pour études littéraires, je crois, j'avais comparé ce que j'appelle les positivistes, les positifs, Martha Nussbaum, Wayne Booth, hein, pour qui le roman, c'est la propédeutique à l'éthique. Le roman nous apprend à vivre, nous apprend l'empathie, nous apprend le respect de l'autre. OK. Et puis, il y a les déconstructivistes. Donc, eux veulent que la littérature construise le lien entre les êtres humains. Hein. Il y a du constructif, de l'édifiant. Et puis, il y a les déconstructivistes qui disent justement ne pas produire de jugement de valeur. C'est là le moment éthique, hein, par excellence, hein, de réfréner cette impulsion à juger. On est du côté de Derrida, on est du côté de Andrew Gibson, beaucoup d'autres. Hein. L'éthique, c'est justement pas la morale. L'éthique, c'est de ravaler son désir de définir de manière positive, par exemple, l'acceptabilité. Hein. Approcher la notion d'acceptabilité de manière éthique selon une approche plus déconstructiviste, ce serait justement, on ne peut pas définir l'acceptabilité. Hein, et que le travail de la littérature, le travail notamment du roman, c'est de nous enlever cette confiance dans l'édification possible à travers l'expérience littéraire. Donc, j'en prends que deux, puis j'avais pris le troisième, j'avais pris Ricoeur, qui se trouve dans une position intermédiaire, mais disons, on trouve différentes approches éthiques qui se sont parfois mariées à la narratologie, hein, mais qui toujours forment ce que j'appelle donc des programmes herméneutiques, nourris par une conception de la littérature comme édification ou la littérature comme attendre hein, avant de juger, de suspendre le jugement. Conception de la littérature, certaines thématiques, on trouve les mêmes auteurs parfois d'un côté et d'autre, mais par exemple Martha Nussbaum écrit de manière critique sur Kafka et sur Proust parce qu'ils sont très intéressants, mais finalement ils ne sont pas assez édifiants. Hein. Ils suscitent une angoisse existentielle et un critique un peu méchant a dit t'arrives pas à dormir, tu as des problèmes existentiels, take a Nussbaum and call me in the morning. Hein? Et alors que justement pour les théoriciens, entre guillemets, du côté des constructivistes, Kafka, Proust, hein, seraient du côté de la véritable éthique parce qu'ils problématisent la question de la morale. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'étais à la recherche chez Heineck d'une approche effectivement plus neutre, parce que je trouve que c'est un danger pour le rôle
de nos études littéraires si nous ne faisons que de la critique engagée. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire de critique engagée. Hein, c'est l'université, les sciences humaines, c'est un lieu de métacognition par rapport à toute la culture. C'est le lieu par excellence où, en principe, on analyse avec les meilleurs instruments intellectuels que nous avons, où nous analysons notre propre culture telle qu'elle se situe dans le temps et dans l'espace. Par contre, la critique engagée est donc une des manières de réfléchir, de faire de la métacognition par rapport à ce que fait le narratif. On a besoin d'autres manières. Je pense qu'on a besoin d'approches méta-herméneutiques et jusqu'aux approches théoriques qui essayent de manière effectivement distancée, qui essayent de comprendre, d'analyser ce qui se passe dans le monde. Et bien sûr, on ne peut pas dire que le discours méta-herméneutique soit objectif. Il n'est que objectivant, il essaye d'objectiver. Et toute interprétation qui se veut un peu didactique essaye d'objectiver. Mais la méta-herméneutique essaye de se retenir de juger et de comparer, en quelque sorte, des interprétations et de comparer ce que j'appelle en anglais des pathways of interpretation, des pistes interprétatives. Eynick propose un certain nombre de concepts intéressants. Elle décrit, justement, elle ne veut pas parler de valeur en soi, hein, ce que font beaucoup de théories de valeur, hein, qui créent des schémas, il y a tel genre de valeur, tout ça. Elle considère qu'il faut regarder les jugements de valeur et à partir de là, reconstruire quel processus avons-nous pouvons-nous reconstruire. Tout jugement normatif ou valuatif, l'acceptabilité aussi, est le résultat d'une interaction entre sujet, objet, contexte. Elle a le don de la simplification. Les divergences d'interprétation et d'attribution de valeur sont souvent dues à une sélection différente des prises textuelles, hein, comme on voyait tout à l'heure, mais aussi, et ça c'est intéressant, à des ressources interprétatives différentes. Et là, puisque je ne sais pas combien de temps je vais avoir, je vais tout de suite ajouter pourquoi je pense que c'est très important. Et je reviens à mon propos dans un instant. Si, à l'université, dans nos études littéraires, nous enseignons à nos étudiants ou à l'école, on enseigne aux lycéens, ouais, un certain programme interprétatif, en un sens, on leur enlève une importante ressource cognitive qui résulterait justement de la confrontation de différentes interprétations, ce que toi tu appelles hein, la critique polyphonique. Ça peut aussi être un exercice en quelque sorte pédagogique. Un exercice pédagogique, une propédeutique, j'irais même jusqu'à dire propédeutique à la démocratie. Parce que c'est un exercice où on s'efforce d'écouter une autre interprétation. Et ce n'est pas seulement une autre interprétation les particules élémentaires, c'est aussi être confronté à d'autres pistes interprétatives et d'autres valeurs qui peuvent former l'horizon pour ce genre de pistes interprétatives. Donc, écouter à fond et accepter la différence des pistes interprétatives, c'est un exercice qui va beaucoup plus loin que seulement être confronté à une autre interprétation et de dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Ça devient intéressant à partir du moment où on écoute véritablement. Et j'ai fait ce genre de training aussi avec des gens qui travaillent dans des entreprises, dans les banques. Ce que je faisais, c'est en groupe, ils devaient donc partager leur interprétation et personne X devait résumer l'interprétation de la personne Y. Très intéressant comme exercice. L'empathie que nous ferait observer le récit littéraire est reproduite
au niveau du travail sur l'interprétation. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. En tout cas, les ressources interprétatives, pour Hennig, elle ne va pas très très loin là-dedans, mais c'est très intéressant pour y réfléchir en relation avec la littérature. Qu'est-ce que nous offrons à nos étudiants ou aux écoliers en termes d'équipement interprétatif? Ce qui s'est produit dans un souci de démocratisation de la culture, c'est qu'on a eu tendance à dire à tout le monde, mais c'est très bien comme vous interprétez, hein, spontanon, spontanon. On est tous experts en matière d'interprétation. Nous ressentons tous des choses quand nous interprétons. Nous sommes en colère, on est fascinés. Mais en fait, ce que la socialisation littéraire pourrait offrir, c'est aussi des connaissances qui permettent des recadrages. C'est pour ça que cette notion de cadrage, pour moi, est importante, parce qu'elle permet aussi de penser en termes de recadrage, recontextualisation, hein, de rapport à des textes littéraires ou à des films ou à ce qui se passe en politique. Ça nous sort justement d'un rapport, je dirais, presque monologique à ce que nous sommes en train d'interpréter. Hein. On peut travailler sur la polyinterprétabilité, non pas pour perdre l'importance du jugement. Hein, Paul Ricoeur disait très bien décrit en fait ce qu'il appelle ce qu'il décrit comme une espèce de suspension du moi quand nous lisons. Hein, on se suspend et on pense des choses qu'on ne veut vraiment pas penser. Avec Littell, on est dans la pensée d'un officier SS. Avec Welbeck, on est en pleine porno. Mais on est dans cette tête-là, ou dans ce corps-là. Et puis, Ricoeur dit, à la fin de l'expérience de lecture, on recule, hein, et me voici. Hein, c'est à moi de me situer par rapport à cette expérience de l'altérité, de la différence. Donc, je crois que travailler sur cette méta-herméneutique, parce que je vais aller vite parce qu'il faut qu'on ait un petit peu de temps pour la discussion, travailler sur cette méta-herméneutique et pas seulement sur moi, j'interprète, je trouve que, je sens que, hein, mais travailler sur l'inter, ce qu'il y a entre et ce qui clash, travailler sur la différence. C'est là où le travail, non pas d'interprétation de la littérature, mais de confrontation des interprétations de la littérature, ce niveau supplémentaire peut jouer un rôle très important dans cet exercice dont on a besoin dans une démocratie, à savoir l'écoute, le respect d'autres manières de penser et de sentir qui sont toujours, ça ne conduit pas au relativisme, ça conduit à la capacité de relater, de construire des relations entre des énonciations et des manières de sentir et des contextes qui expliquent et qui justifient et qui offrent en quelque sorte hein, l'explication d'un certain type de valeur. Ça, travailler sur cette dimension-là de l'interprétation est une manière d'apprendre à se comporter dans la différence, à se comporter dans la divergence, sur un mode qui est différent d'une opposition, disons, viscérale. Et ça ne veut pas dire qu'on ne juge pas, mais le jugement vient ensuite. Il vient à la suite du dialogue ou à la suite de la confrontation. J'avais tout plein de choses, mais je ne vais pas vous en parler. Ah oui, ça, c'est peut-être encore amusant, parce qu'on est ici aussi pour parler de Welbeck. Je n'ai pas tellement parlé de Welbeck. J'avais comparé dans mon bouquin, merci d'en avoir parlé, comme ça, je n'ai pas besoin d'en parler, du bouquin. J'avais comparé, justement, si, il faut quand même que je vous dise, j'avais
j'étais allée picorer aussi du côté de Boltanski et Thévenot. Vous connaissez de la justification? Je trouve ça passionnant. D'un côté, parce que c'est du bricolage. Hein. Boltanski et Thévenot disent Bourdieu fait ça de manière très catégorique. Deschamps, hein, voilà, des institutions. Ça se laisse décrire. Non. Si on veut analyser les conflits de valeurs dans une société ou dans la société, on peut distinguer différents mondes comme ça, mais ils font ça un petit peu comme ça, au pif. Hein. Et c'est pas grave, parce qu'on peut s'en servir pour structurer des différentes manières de cadrer des réactions. Une communication, disent-ils, se laisse classifier dans 6 mondes. Monde inspiré, par exemple celui de l'art, monde domestique, vie familiale, par exemple le monde de l'opinion, monde civique, monde industriel, monde du commerce. OK, il y en a peut-être d'autres. Et puis, il y a des exemples de tous ces mondes. Donc, c'est très flou comme concept, mais ça marche. Parce que, et puis je dois dire aussi, il parle aussi du fait que d'un monde à l'autre, et Welbeck est un exemple magnifique pour ça, d'un monde à l'autre, on peut avoir des transferts de grandeur ou de misère. Alors, j'ai utilisé ça pour comparer 2 bouquins sur Welbeck, de Dominique Noguès, Welbeck en fait, et puis Patrick Collat, La provocation permanente, ils sont comme ça. Hein. Dominique Noguès se ferait presque l'agiographe de Welbeck. C'est assez amusant parce qu'il a écrit un bouquin sur les grands écrivains. C'est encore un peu de cette notion de grand écrivain, mais il est en train de montrer comment on peut construire Welbeck en grand écrivain. Et bon, son expertise est importante, tout ça. Et il essaye de récupérer en grandeur, donc en valeur positive, des arguments souvent invoqués chez Welbeck pour décrire l'inacceptabilité littéraire, morale et civique de l'œuvre de Welbeck, comme aussi de l'auteur. Et il montre par exemple, oui, Welbeck est en fait, a sacrifié sa vie privée, tout est là pour l'œuvre. Donc au lieu de dire, c'est un pauvre type, hein, ce qu'on lit sous la plume de certains critiques de Welbeck, au lieu de ça, il nous explique que c'est une posture d'héroïsme littéraire. En fait. Bon, on voit, je vous laisserai les PowerPoints, comme ça vous lirez ça vous-même, mais c'est assez amusant parce qu'ensuite, chez Patrick Collat, on trouve les mêmes types d'arguments, mais alors chez lui, c'est pour vraiment couler toute prétention à une véritable littérarité chez Welbeck. Bon, j'ai trouvé ça très amusant à faire. Est-ce que je vais encore vous dire quelque chose? Non, on va s'arrêter là parce que sinon on n'a plus de temps pour la discussion. Mais j'espère que vous avez compris un tout petit peu ce que j'ai essayé de faire, l'importance de la notion de cadrage et quelques instruments, quelques concepts et puis surtout, pourquoi c'est important.